Cette semaine, à l'émission, on va voir un collectionneur qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment le cas de dire. On se rend du côté de chez Michel Dandurand. On a nos actualités à la fin de l'émission et on va aller rencontrer Monsieur Bubblehead lui-même qui va essayer une vieille Fiat 500. Après la Deuxième Guerre mondiale, les constructeurs automobiles européens étaient par terre. Les budgets étaient minces, l'acier se faisait rare et le peuple était pauvre. C'est pourquoi il fallait être créatif et concevoir un nouveau genre de véhicule. Ces autos devaient être abordables à construire, abordables à acheter, fiables, simples et surtout peu gourmands en carburant. Ah, finalement, c'est un peu comme aujourd'hui, tout coûte trop cher puis le monde n'a plus d'argent. En tout cas, on va voir des autos comme ça. Ben oui, regarde, t'as une Civic, là, en ce moment, là, c'est 35 000 avec un taux d'intérêt à 6 et plus. C'est sûr qu'on s'en va par là, là. Non, non, regarde. Avant, là, t'avais l'Allemagne qui avait sa coccinelle, t'avais l'Angleterre qui avait sa Mini, t'avais l'Italie qui avait sa 500, t'avais même la France qui avait sa 2 chevaux. Il y en avait fait, là, des nouvelles versions de la Fiat 500. Ah ouais, elle était plus grosse, plus moderne. Mais c'était une... Fiat ont essayé de suivre la vague des anciennes voitures abordables, comme la New Beetle et la Mini Cooper. Mais ceci n'a duré qu'un certain temps. L'auto était mal construite et elle dominait le palmarès des voitures les moins fiables. En 2019, l'auto ne se vendait plus et Stellantis, qui contrôlait Fiat et Chrysler, l'a tout simplement retiré de notre marché. On dirait vraiment un jouet à côté de toi. En effet, en regardant la Fiat 500 originale, on se demande comment des êtres humains pouvaient entrer dans ce minuscule habitacle. Mais c'était justement ça qui constituait le charme d'une 500. Malgré sa petite taille, elle s'avérait hyper polyvalente, pouvant accommoder jusqu'à 4 adultes sans problème. Des adultes italiens, parce qu'il n'y a pas 4 adultes américains qui rentrent là-dedans, jamais. Il y a des prises d'air sur le coffre. C'est-tu comme une Beetle avec le moteur en arrière? Le moteur est en arrière, 2 cylindres, 498 cc. Attends, quoi? 2 cylindres? Écoute, à la grosseur que ça a en arrière, je peux te garantir qu'il n'y a pas rien d'autre qui rentre là. C'est aussi tête que quand tu essaies de rentrer ta main dans un cylindre de Pringle. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'Europe faisait déjà face à de l'essence chère et des problèmes de congestion urbain. Toutes les 500 étaient pensées pour qu'elles prennent le moins de place possible et qu'elles coûtent le moins cher possible. Plusieurs versions de la Fiat ont vu le jour. Ici, nous avons une F qui a un moteur de 499 cc. Il y avait aussi une version SS de la 500 avec un moteur de 695 cc. Celui-là développait 37 chevaux. OK, puis lui, il a combien de puissance? 37? Non, la F. Ah, 17. 17 chevaux? Ben voyons, comment tu vas faire pour suivre le trafic? Ah, ça va être toi, le chauffeur du dimanche qui ralentit tout le monde. Pas si pire que ça. En effet, pour les standards d'aujourd'hui, les données techniques du tout petit moteur de l'ancienne Fiat 500 sont complètement ridicules. On se demande comment les gens faisaient même pour grimper des côtes avec aussi peu de puissance. Cependant, dans un contexte urbain d'après-guerre, on comprend pourquoi ce genre de véhicule s'est néanmoins avéré populaire. Car tout au long de son cycle de vie, il s'est tout de même vendu 3,5 millions d'exemplaires. C'est que pour les Italiens, la Fiat 500 a été plus qu'une simple voiture. Elle a permis au peuple de se mobiliser et de laisser tomber la bicyclette et les Vespa. C'était l'auto de tous les Italiens, à une époque où l'économie du pays était complètement à plat. C'est ce qui a permis à la 500 de devenir un réel symbole nationaliste. Cette carte de mode au design original a été dessinée par Dante Giacosa et est demeurée intemporelle durant toutes ces années. D'ailleurs, il a même remporté le prix du design industriel Compazzo d'Oro en 1959. C'était d'ailleurs la première fois qu'une automobile remportait ce prix. Beaucoup de métal, disons, dans les portières. Fait que si vous avez une collision sur le côté, bien, bonne chance, vous êtes décédé. On comprend rapidement à l'intérieur que cette voiture-là a été conçue pour coûter le moins cher possible. 3 petits boutons, un volant épuré, un cadran qui donne 2 informations différentes. On a la vitesse et on a aussi les tours moteurs. Puis là, après ça, là, vous voyez, les pédales bien ordinaires, un petit bâton,
C'est vraiment dépouillé au maximum. Et bien entendu, comme à l'époque, un cendrier en plein milieu, parce que tout le monde en Italie fumait. Entièrement tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Les chauffeurs de Fiat, les chauffeurs de Boss, les mères enceintes, les bébés, tout le monde. T'as tout le monde, ça? Oui. On n'oublie pas personne. Même les petits toits de même. Hein? Système très efficace. Hein? Bingo, t'en vas sur l'autoroute, bing bang. C'est rare que tu peux aller toucher la vitre arrière dans la voiture tout en étant assis à l'avant. Même en fait, si vous avez quelque chose dans le coffre, vous pouvez... Oh non, c'est un moteur de cylindre. Ah, y a pas de ceinture? Y a pas de ceinture. Et voilà. 498 cc. 17 chevaux sous le capot. Et on y va. Puissance absolue. On serre tout ce qu'on a. Tu sais, il y a des bonnes raisons pourquoi on est venu au Canada de la Chine. 30 km/h. Moi, j'embarque pas sur l'autoroute avec ça. Un, il est plaqué classique. Autrement dit, on peut pas embarquer sur une autoroute. Il faut que ça soit tout le temps en deçà de 70 km/h. Mais en même temps, 70 km/h là-dedans, ça commence déjà à être assez vite, merci. Bon, chaque boss a l'impression que c'est le Grand Canyon. C'est sûr que là-dedans, j'ai l'air d'avoir une tête bobblehead. Ça, c'est une voiture, en ce moment, selon les collectionneurs, selon la personne qui veut vraiment acheter une Fiat 500, c'est environ entre 12 et 15 000 $. C'est pas mal la valeur en ce moment d'une Fiat 500 de cette époque-là. Ils en ont fabriqué beaucoup, donc ça fait que la valeur n'est pas super élevée. Mais la chose qui est intéressante, c'est que les pièces sont pas chères, les pièces sont disponibles et il y en a à profusion. N'oubliez pas qu'en ce moment en Italie, des Fiat 500, il y en a encore une tonne sur la route. Alors de faire importer une pièce, oui, ça va coûter plus cher pour la faire importer, mais à la base, la pièce est pas chère. Fait que quelqu'un qui va avoir une belle petite voiture cabriolet pour se promener alentour ou en ville, qui veut pas dépenser une tonne d'argent en entretien, vous avez une belle petite voiture, une belle petite citadine. On me regarde en riant, c'est ça qui est le fun. Cette voiture-là, c'est une voiture sourire. Le monde te regarde et sourit. On ne sait pas, est-ce qu'ils sourient parce qu'ils sont contents de voir une Fiat 500 ou ils sourient parce qu'ils voient un gros volant d'une petite voiture? OK, on fait un 0-100. Il pointe pas ça! Non. Ça, c'est trop cliché, cette musique-là. Tu me changes ça. Non plus. Tu me changes ça. Ça fait pas avec l'auto, pas en tout. Pas bébé, je vois, faut croire. Sincèrement, c'est moins pire que je pensais. Bon, de 0-100, ça prend 2 minutes. Tu peux pas aller sur l'autoroute, tu veux pas aller sur l'autoroute. Mais quand même, les vitesses sont assez bien calibrées pour utiliser toute la puissance disponible du véhicule. Attends, toute la puissance du véhicule, ouais. Ah, c'est pas si pire que ça, là. Tu m'as vu tantôt, là. Ouais, mais t'as causé un bouchon de circulation aussi, là. J'ai même vu quelqu'un en quadriporteur attendre après toi. Johan! Quoi? Ça, je disais, c'est un jouet, finalement. Alors, notre collectionneur d'aujourd'hui est un amoureux des voitures uniques, insolites, atypiques. On pourrait l'appeler aussi quelqu'un qui fait beaucoup de recherches
et qui a un amour profond de l'automobile. Je vous le présente, Michel Dandurand. Salut, Michel. Salut, Benoît. Vous l'avez vu aux légendes de la route. Michel nous avait amené d'ailleurs la voiture qui est avec nous, entre autres, ici, une Bricklin, voiture canadienne du Nouveau-Brunswick. Michel, parle-nous de ta collection atypique. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Ça a commencé il y a longtemps. J'étais jeune, là, j'ai tombé dans la potion, dans cette maladie-là. Puis ce que j'aime de ta collection, puis on va le voir, on va marcher vers le garage, c'est des modèles qu'on voit pas. L'exemple ici, c'est la Bricklin, voiture du Nouveau-Brunswick. Toi, t'as lequel moteur dedans? Parce que t'avais Ford ou t'avais... American Motors. American Ouais. Motors. Toi, t'as le V8 American Motors Ouais, c'est dedans. ça. Si on marche un peu, on a un autre modèle ici que moi, je trouve joli, que j'ai même eu l'occasion de conduire. Une RX-3. Ça, c'est un modèle Mazda à moteur rotatif. C'est ça. Les premiers qui ont sorti, il y a eu la R100, la RX2, la RX3. Fait que c'est le grand-père des RX8, RX7 que tout le monde connaît. Là. Écoute, elle est super propre. Ça, c'est quelle année? Ça, c'est une 73. OK, 73. Ouais. Que tu roules, il faut bien le dire. Oui, là. oui, Tous tes oui. modèles, ils sont pas couchés dans un garage puis ils dorment à l'année. Non, c'est ça. Ils roulent. Ça, c'est important de prononcer. Là, Michel, tu vas nous amener à ta voiture de voyage de noces. Ouais, ça, c'est Bon, un explique-nous Cougar ça. 71 avec un 351 Cleveland. OK? L'auto vient de San Diego, Californie. Il n'a jamais été restauré. Donc, tu me dis, et comme ça, là, tu l'as acheté comme ça. Comme ça, à OK. 38 000 milles. Comme tu dis, on les roule. Fait que quand on a fait notre voyage de noces, on fait le tour de la Gaspésie. On a mis il y avait 2 gros choux après chaque miroir. OK? Puis on fait le Vous tour. avez gardé le chou pour le Ouais, puis le voyage. monde klaxonnait. Quand il... C'est bon. D'ailleurs, c'est l'auto de Lucie, ta femme. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut le dire, là, c'est une histoire de couple, cette collection-là. là. Oh, Parce qu'il y a oui. des voitures à ta femme, il y a des voitures à toi. Puis là, après le voyage de noces en Gaspésie, 5 ans plus tard, t'as refait le tour de la Gaspésie, mais avec celle-là. C'est ça. Puis ça, c'est... D'abord, il faut le dire, là, c'est probablement la seule voiture au monde comme celle-là. Là. C'est la seule OK, c'est la qui a seule. été décodée aux États-Unis. OK. C'était une Barracuda 68 Formule S 340. Il en a fait 12. Moi, je savais pas ça. Il en a fait 12. Mais de ces 12-là, de toutes les Barracudas connues jusqu'à date, c'est la seule qui est en kilomètre-heure. Parce qu'elle est allée en France. Oui, elle était bâtie par Chrysler pour la France. Dans le moteur, il y a une plaque qui dit qu'il a été livré au 136 Champs-Élysées, Paris. Là, ça, c'est ton modèle décapotable, mais t'as 2 autres Barracuda, là. Dans ce modèle-là, oui. De ce modèle-là. De ces là. années-là, oui. On va en voir une là-bas. Là, ici, ça, c'est vos voitures de couple. Parle-moi de ces 2 modèles-là, c'est intéressant. Là. Bon, ça, c'est un Cuda 73 340. Ouais. Ça, c'est c'est ma première auto que j'ai achetée à moteur. On n'en dira pas plus, OK. à moteur. Je l'ai acheté en 79, puis je l'ai toujours gardé. Puis quand je l'ai acheté, je le savais, je la garderais toujours. On te contait une anecdote. J'avais 17 ans, j'étais allé chez Gun Tire, ils vendaient des batteries garanties à vie tant que tu possèdes ton auto. Oui. ça leur a coûté cher, les batteries. Même la dernière fois, ils m'ont dit c'est fini, là. Je pense qu'ils vont donner 12 batteries. Fait que... Puis là, après, parce que vous êtes allé à un mariage à Québec. Oui, on est allé à un mariage à Québec, puis Lucie avait vu une auto à vendre, un Challenger. OK. Puis on est allé Avec la un voir. 340 aussi. 340 aussi. OK. Fait qu'on l'a acheté. Fait que techniquement, c'est sa première auto, ma première auto, his and hers, qu'ils disent en anglais. ouais. Fait que c'est nos 2 autos. Dans le Plum Crazy, ouais. là, la couleur populaire à l'époque. J'aime bien l'intérieur blanc, d'ailleurs. Puis là, en dedans, parce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas sortis, mais il y a des beaux trésors. Bon, là, Michel, on est dans ton garage. Il y a d'autres modèles, il y en a même un peu en arrière. Mais je veux que tu me parles de ce Barracuda-là, parce que ça, c'est unique, là aussi. Des modèles fleuris, là, ça n'a pas couru bien longtemps, Non. ça. Ils ont fait ça juste en 69. OK. C'est le modèle Mod Top. On voit dans la vitre l'arrière là, que le logo Mod Top. Puis évidemment, t'avais le 318 qui était le petit moteur à l'époque. T'en as eu avec des 340 aussi, je pense, à cette époque-là. Oui. Mais c'est surtout l'originalité, moi, que je trouve intéressante. Parce que des toits fleuris, là, moi, j'avais jamais vu ça. Avant de continuer ta collection, Michel, on parlait tantôt de ta première auto. Oui. Ta première auto est là. C'est ça. Donc, en fait, c'est un T-Bird, ça? C'est un T-Bird. T'as déjà rentré là-dedans, toi? Oui. Demande-moi pas de m'enfiler là-dedans. Puis, hey, des gars de char, hein? Peinture d'origine, pneu d'origine. Il est original. Tout original. Et ça, c'est pas un moteur, c'est un barbecue. Oui. Juste pour vous montrer, voyez-vous. Ça, c'est intéressant. Et là, tu as un projet de Manic, parce que ça, c'est un moteur de Manic. Oui. On est en train de restaurer la 112e, OK? qu'on va voir tantôt. Oui. Puis là, le moteur est prêt. Je l'ai reçu il y a 2 semaines. Le moteur est neuf. OK, parfait.
Ça aussi, c'est le seul au monde, là. Parce que ça, c'est un prototype qu'il avait fait pour Chrysler, c'est ça? Oui, c'est un contrat pour Plymouth OK. pour compétitionner la Mustang California Special. Fait que c'était un prototype, mais le prototype, il a appartenu aussi à George Barris. Lui, il a eu OK, la donc chance George de le Barris garder. a roulé ce char-là. Oui, lui, il l'a gardé. Ils OK. l'ont donné. Ce modèle-là a finalement jamais existé. Non, ils ont fait 4 kits, OK. qui est les mags, la valise, le petit spoiler sur la valise, qui ont été vendus dans des dealers. Fait qu'il y a 4 autos. Il y en a une que je connais. Les 3 autres, je pense qu'ils ont disparu. Mais il y a 4 autos qui y ressemblent parce que le kit est installé dans un dealer. Mais ça, c'est Et ça, c'est le l'original. prototype. C'est ça. OK. Là, Michel, on a vraiment une pièce de collection, là. Un Plymouth Roadrunner avec un 426 MI, là, par les temps qui courent, ça se vend à des prix de fou, là. Puis là, parle-moi un peu le capot, parce que le capot, t'as spécial là-dessus. Oui, bien le capot, c'est que les 4 premiers mois de Roadrunner, où ce que les inserts là, de EMI, Ouais. c'est fermé en dessous, il y a de la tôle. Mais ça a tellement marché que là, ils ont préparé le 69 avec l'entrée d'air. OK. Fait qu'après 4 mois, les capots, quand t'enlèves les inserts, il y a un trou pour préparer l'entrée d'air de 69. Mais moi, il est fermé parce que c'est le 13e qui a sorti la ligne de montage. OK. Bon, évidemment, ici, t'as une manique, mais pas une manique ordinaire, là. Parle-nous Ouais. un peu de l'histoire. Bien, cette auto-là, c'est la première qui a sorti de l'usine de Granby. OK, c'est la première. La première de Granby, OK. oui. Puis, l'acheteur a revendu l'auto après 6 mois après à un monsieur qui faisait de la peinture, qui avait une body shop. OK. M. Spooner. Puis là, il a fait simplement ce qui était à la mode en 71. Ça fait qu'il a mis du metal flake, il a fait des dessins. Tu sais, les dessins en arrière, c'est la robe, la dentelle de la robe de mariée de son épouse. C'était vraiment d'époque, là. Bon, puis Michel, la dernière, mais non la moindre, c'est une Vega, mais une Vega en moteur Cosworth. Ça, c'est beaucoup Ouais. plus rare, là. Oui, Cosworth, c'est un fabricant de moteurs de course. Ouais. Jacques Villeneuve a gagné 500 000 d'Indianapolis, c'est un Cosworth. C'est vrai. Puis c'est John DeLorean, qui était président de Chevrolet à l'époque, qui a demandé à son équipe de mettre un moteur de course. Puis vu qu'il n'arrivait pas à rien, à un moment donné, pendant un meeting, il a glissé un petit papier dessus, c'était marqué Cosworth avec le numéro de téléphone puis le nom. C'est pour ça que Cosworth a mis un moteur 4 cylindres dans l'auto. Évidemment, 76, moteur original, il a pratiquement pas roulé, ce char-là. Celle-là, elle a 95 000. Donc, ouais, 1000, pas 95 000, 1000. 120 km. OK. Elle est neuve. Et neuf. Michel, tu as des autos ici, mais tu as aussi un entrepôt où tu en as d'autres que tu restaures, que tu répares, tu as des projets. On va juste aller jeter un petit coup d'œil pour finir le topo là-dessus. OK. Ben Michel, il y a encore des projets, on le voit ici. Là, en bas, tu as acheté en 2005, c'était un Coronet, ça? Ouais, un Super B rose. Ça, c'est rare. Ils en ont fait Donc, 7. c'est un projet. Là, Ouais, on commence cet hiver. Ta femme, Lucie, me disait que dans 2 ans, il faut qu'il roule. Ouais. OK. Fait que là, il y a du travail à faire. T'as un vieux Saratoga. T'as ton autre manique là, qui est par-dessus. On a vu le body, moteur ouais. tantôt. Ça, Ouais. c'est le body qui va avec. T'as un paquet d'autres projets, une Porsche 944 que regarder. Puis il y a d'autres projets. Ben, en tout cas, vous le voyez, une passion, c'est ça. Puis Michel, il y a encore des projets. Et un grand merci, Michel. Ouais, merci, Benoît. C'était tout un plaisir. Aujourd'hui, à notre chronique Entretien, on va parler entreposage, que ce soit pour vos véhicules d'été que vous entreposez l'hiver ou vos véhicules d'hiver que vous entreposez l'été. Salut Hugo. Bonjour, Benoît. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir dans le mot entreposage pour que ce soit bien fait? Première chose, la plus importante, un chargeur à batterie OK? pour garder notre batterie en vie longtemps. Bon, quelle sorte de chargeur à batterie? Parce qu'il y en a beaucoup. Là. Oui. L'idéal, c'est un chargeur 1 ou 2 ampères avec une charge lente qui démarre et qui arrête toute seule. Donc, un chargeur intelligent. C'est ça. OK. Parce que si on prend un chargeur, exemple, 10 ampères, on va charger la batterie trop rapidement et puis ça peut l'abîmer. OK. Donc, 1 ou 2 ampères maximum. Je vois que tu as des stabilisateurs de carburant. Oui, pour éviter le vernis et la gomme dans le système d'essence, aussi, on recommande du super comme essence. Ça aide toujours, évidemment. Là, on a la housse. Bon, la housse qui sert pour la protection, bien sûr. Oui, empêcher la poussière de coller trop sur le véhicule, plus facile à laver quand on la sort. Et puis, éviter de graffiner le véhicule si on passe alentour. Bon, pour les choses qui ont 4 roues, en fait, même, je pense qu'il y en a pour les 2 roues, mais c'est surtout 4 roues pour les autos. Oui, pour les autos. C'est un plateau pour déplacer le véhicule. Si vous avez, par exemple, un endroit où il y a plusieurs véhicules, vous avez à le pousser. Ouais. Bien, pas besoin de partir le véhicule, de le tasser. Non, là. on glisse les plateaux en dessous des roues. OK. Et puis après, on peut le bouger dans le garage comme on veut, si on veut tasser le véhicule pour aller chercher quelque chose, ou juste le déplacer dans un coin qui prenne moins de place. Parfait. Ça se fait Donc, bien. ça peut être pratique. Bon, ça, c'est évidemment, c'est pour la partie quand le véhicule est entreposé. Quand on ressort le véhicule pour l'utiliser, il y a quelques petites choses à vérifier. Là. Oui,
La première chose à vérifier, les niveaux de fluide, l'huile moteur, l'huile à frein, ces choses-là. Et aussi, la pression des pneus. Parce qu'on recommande de mettre un 5 à 10 livres de plus. Ouais, pour éviter les plats, évidemment, sur les pneus. Donc, lorsqu'on sort le véhicule, évidemment, mettre la bonne pression. Et si le pneu est trop mou, c'est pratique d'avoir un petit compresseur mobile pour ajuster. Et dernier conseil, vérifiez où vous entreposez vos véhicules. Oui, parce qu'on peut avoir des amis qui les souris dans le filtre à air, filtre à cabine ou les fils électriques. OK, ouais, parce que ça aime bien ronger tout ça. Il y a des répulsifs, d'ailleurs, qui existent, qui sont assez efficaces. Merci, Hugo. Merci, Benoît. Cette semaine, dans l'actualité, on veut mettre vos restes de table à contribution pour fabriquer de nouveaux intérieurs automobiles. En fait, ça vient d'un homme qu'on connaît bien dans le monde automobile, le designer Ian Callum, l'homme qui est derrière des modèles Jaguar, les modèles Aston Martin. Il a créé, en fait, un modèle Restomod, qui est une Porsche, en fait, 911, mais on a refait l'intérieur avec du Mac de café, des coquilles d'œufs, des lentilles, en fait, des rebuts de table, et qu'on a retravaillé pour créer des intérieurs plus responsables d'un point de vue environnement. Et ça va devenir une tendance dans les prochaines années. Et on va ajouter, au-delà de ces restes de table, entre parenthèses, on va réutiliser des bouteilles de plastique pour faire du tissu, pour la fabrication, pour les sièges. Donc, on est évidemment pour le moment à l'état de test. Mais en fait, ce qu'on veut découvrir avec ça, c'est à quel point est-ce qu'on peut utiliser ça pour en faire non pas 2-3 modèles, mais des dizaines de milliers de véhicules. Donc, c'est à suivre. Et finalement, une dernière nouvelle, les rappels auront coûté près de 2 milliards de dollars pour Ford en 2022. Évidemment, le PDG de la compagnie, Jim Farley, n'est pas très heureux. On dit du côté de Ford qu'on va se mettre à examiner et à mieux cerner les problèmes de fiabilité là, qui vont cribler les modèles déjà depuis plusieurs années. Cela dit, malgré tout, on a quand même fait des juteux profits du côté de chez Ford. En fait, chaque employé de Ford va recevoir à peu près 9 175 $ en bonus pour l'année 2022 parce qu'on partage évidemment les profits avec les syndicats du côté de chez Ford. Pendant ce temps-là, les syndiqués de GM, eux, auront un peu plus de 12 000 $ en bonus pour l'année 2022. Alors voilà, ça termine nos nouvelles. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on va visiter la collection de Kléber Baudin et Johan sera au volant d'une BMW Série 5.